Faut-il mettre de l'acier dans son portefeuille? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans cet article, on va commenter 2 publications récentes dans le secteur de l'acier. Vous savez qu'on suit ce secteur sur la chaîne parce que je détiens du Jacquet Metals en portefeuille. Allez, on va commencer tout de suite avec 2 publications. Donc, la première, c'est Klöckner Eco. Donc, c'est une entreprise que j'ai découverte. C'est une entreprise allemande qui fait de la distribution d'acier. Ça vous rappelle quelque chose? C'est le même métier que Jacquet Metals, mais eux, ils sont plutôt sur de l'acier standard, alors que Jacquet Metals, c'est de l'acier spécial. Bon, ça dit, c'est la même type d'organisation avec un maillage territorial et des services à valeur ajoutée de préparation de l'acier. Le deuxième qu'on va regarder, la deuxième publication, c'est Acerinox, un sidérurgiste espagnol, hein, c'est le ArcelorMittal espagnol. On commence avec les résultats de Klöckner Eco. Donc le 7 mai, Klöckner Eco opérant dans la distribution d'acier standard entame 2025 avec des résultats solides, affichant une dynamique positive malgré un environnement macroéconomique complexe. Les volumes livrés, c'est une métrique très importante quand on fait la distribution, atteignent 1,2 million de tonnes au premier trimestre en hausse de 2,7% par rapport au T1 2024 et de 13,9% par rapport au T4 2024, porté par une demande accrue en Amérique du Nord et un gain de part de marché. Donc là, on a une amélioration par rapport au comparable l'année précédente et aussi en séquentiel par rapport au trimestre précédent. Donc ça sent plutôt bon pour la reprise aux États-Unis, en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires reste stable à 1,7 milliard d'euros, légèrement en deçà de T1 2024, pénalisé par des prix moyens plus bas. Le chiffre d'affaires, quand on fait la distribution, quelle que soit la distribution qu'on fait, hein, par exemple, quand on regarde Ruby, le chiffre d'affaires, c'est pas intéressant. Il faut regarder la marge brute et les volumes, parce qu'on subit le prix de la matière première, et donc, ou du matériau qu'on produit ou qu'on distribue, et donc on n'a pas de prise sur ce prix-là. Par contre, on a la capacité à augmenter ses volumes livrés, et donc c'est pour ça qu'il faut regarder plutôt la marge brute. L'EBITDA ajusté s'établit à 42 millions d'euros, identique au T1 2024, mais en nette progression par rapport aux 32 millions d'euros du T4 2024, soit une marge d'EBITDA d'environ 2,5%, stable sur un an et en hausse de 60 points de base séquentiellement. Et oui, les marges sont faibles sur la distribution, donc quand on a des marges faibles, le moyen d'augmenter son résultat, c'est la rotation d'actifs. Et la rotation d'actifs, quand on fait de la distribution, c'est une gestion exceptionnelle du stock. Et donc c'est là-dessus qu'on va se démarquer quand on est un bon distributeur. Le résultat net affiche une perte de 28 millions d'euros en amélioration par rapport aux moins 32 millions d'euros du T1 2024, avec un bénéfice par action de moins 0,28 euros contre moins 0,33. Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à moins 118 millions d'euros contre moins 44 millions d'euros un an plus tôt, et les free cash flow plongent à moins 141 millions d'euros contre moins 67 millions d'euros après 23 millions d'euros d'investissement. Donc Klöckner, c'est un peu moins bien géré que mes Jacquet Metals, j'en parle après, mais bon, ils continuent à investir, en tout cas pour l'avenir, ils font de la dépense en capital, donc c'est qu'ils voient quand même une reprise dans les prochains trimestres. Le management de Klöckner Eco se montre résolument optimiste pour le deuxième trimestre 2025, prévoyant un EBITDA ajusté compris entre 60 et 90 millions d'euros, porté par une flambée des prix de l'acier, particulièrement aux États-Unis, et une stabilisation des volumes livrés. À l'horizon 2030, le groupe ambitionne de s'imposer comme le leader des centres de services et de la transformation des métaux en Amérique du Nord et en Europe, ciblant un EBITDA normalisé dans les centaines de millions d'euros et une marge dépassant 5% tout en réduisant sa dépendance à la volatilité des prix. Parce que évidemment, ça vous impacte plus vous êtes dépendant des prix, plus vous allez laisser subir la volatilité. Comment on peut faire pour se démarquer de cette volatilité? On augmente ses services à valeur ajoutée. Malgré des résultats trimestriels solides mais non exceptionnels, le dynamisme retrouvé du marché nord-américain et les perspectives ambitieuses du management renforcent la confiance dans la poursuite de la reprise du côté de Jacquet Metals, qui est également exposé aux États-Unis. Donc cette publication, on voit que c'est un groupe qui est moins bien géré que Jacquet Metals. Par exemple, ils font une perte sur ce trimestre. Ils ont des free cash flow négatifs, alors que Jacquet Metals, ils ont très très bien anticipé le cycle et ils ont une forte génération de cash flow, malgré un résultat net qui est quasiment nul, mais c'est pas la même expertise. Donc, en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que la distribution d'acier en Amérique du Nord, ça se passe bien. On enchaîne avec Acerinox. Le 8 mai, Acerinox, acteur espagnol intégré de l'acier, affiche des résultats robustes au T1 2025. Le groupe publie un chiffre d'affaires de 1,551 milliard d'euros, en hausse de 5% par rapport au T1 2024. C'était 1,481 milliard d'euros à l'époque et de 17% par rapport au T4 2024. Donc là aussi, amélioration par rapport au comparable de l'année précédente et amélioration en séquentiel par rapport au dernier trimestre. Ça sent bon. La production des fonderies atteint 512
1000 tonnes en progression de 11% sur un an et de 29% séquentiellement, porté par la division inox, plus 11%, et les alliages haute performance, plus 13%. Pas mal, hein, donc on progresse aussi en volume, on anticipe la reprise. L'EBITDA s'élève à 102 millions d'euros, en repli de 8% par rapport au T1 2024, mais en hausse de 12% par rapport à l'EBITDA ajusté du T4 2024, avec une marge stable à 7%, identique au T1 2024, mais attention, en recul de 400 points de base par rapport au T4 2024, qui était à 11% à l'époque. Bon, en séquentiel, en tout cas, ça s'améliore. Là aussi, on voit la reprise. La dette financière nette grimpe à 1,195 milliard d'euros, en hausse de 75 millions par rapport à fin 2024, impacté par la dépréciation du dollar. Le résultat net chute à 10 millions d'euros contre 53 millions d'euros au T1 2024, soit un bénéfice par action de 4 centimes contre 21 centimes à l'époque. Les flux de trésorerie opérationnels atteignent 99 millions d'euros, moins 47% sur un an, et les free cash flow s'élèvent à 42 millions d'euros contre 152 millions d'euros au T1 2024, après 57 millions d'euros d'investissement. Bon, génération, au moins ils sont pas sur des pertes en termes de free cash flow, c'est pas si mal, ils continuent à investir, donc ils anticipent la reprise également ici. La rémunération des actionnaires reste stable, avec un dividende de 62 centimes par action qui a été approuvé, donc 31 versés en janvier et 31 prévus en juillet, ce qui a donné 77 millions distribués au T1. Donc c'est un secteur qui... alors, les sidérurgistes, eux, ils distribuent des dividendes. Par contre, les distributeurs, eux, ils sont plus frileux. Jacques et Metals, ils vont verser un maigre dividende sur 2025, et ce qui est tout à fait normal. Il faut garder le cash pour la reprise. Mais les sidérurgistes, eux, ils continuent à verser. Vous avez Aperam, vous avez ArcelorMittal qui versent du dividende. Le management anticipe un EBITDA supérieur au T2 2025, tout tenu par un carnet de commandes solide aux États-Unis et la poursuite du plan stratégique en Europe, malgré des volumes attendus en baisse pour les alliages haute performance en Europe. Ça, c'est plutôt spécifique à ce segment. Moi, ce que je retiens ici, c'est carnet de commandes solide aux États-Unis. Donc ça confirme ce qu'on a vu plus haut pour Klöckner. Et on anticipe la poursuite de la relance en Europe. Donc ça va se reprendre. En plus, on va avoir, donc on en parle après, mais on va avoir des plans on va avoir du protectionnisme en Europe. ArcelorMittal se concentre sur l'intégration de Haynes avec des synergies rehaussées à 75 millions de dollars et sur la protection de l'industrie européenne face aux pressions des importations chinoises. Donc, vous le savez, guerre commerciale. Qu'est-ce que les Chinois exportent massivement en Europe? C'est l'acier. Donc, il est temps de se protéger. Par exemple, les plans de licenciement de ArcelorMittal en France, c'est un argument en faveur du protectionnisme, de protection de l'industrie européenne. Surtout que les Chinois, ils font du dumping, on va pas se mentir. Ils exportent clairement leur surcapacité, ils vendent en dessous de leur coût de production. Donc, il y a des arguments pour venir mettre des droits de douane sur ces exportations. Là aussi, c'est positif pour Jacques et Metals. ArcelorMittal confirme la reprise aux US et l'anticipe en Europe. Donc, ça sent bon. Ce qu'on peut voir en dessous, là, c'est l'évolution du prix de l'acier. Donc, ici, on est à fin juillet 2024. On a eu un point bas sur l'acier. Alors, ça, c'est en renminbi par tonne, en yuan par tonne. On est maintenant, on rebondit bien. Ça quand même pas mal. On a repris 10% par rapport au plus bas de juillet ici. Je pense que ce point bas, on ne va pas le revoir avant quelques trimestres et qu'on va continuer à évoluer un peu vers le haut pour l'acier. Pour ce qui est de Jacques et Metals, on voit que cette reprise se reflète dans l'amélioration de la marge brute. Et ici, vous avez le graphique du profit brut, la marge brute, en glissement annuel, la variation en glissement annuel. Voilà, vous avez la variation en glissement annuel. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on est ici, là, sur juillet 2024. C'était le point bas de l'acier qu'on avait plus haut. Et ben hop, on a un rebond. Alors, c'est toujours en négatif, l'évolution. La variation est toujours négative, mais on commence à avoir une variation qui est moins négative qu'avant. Ce qui compte en finance, on entend souvent, c'est la dérivée seconde. Mais typiquement, ici, vous avez une dérivée seconde qui est positive. La dérivée première, c'est la variation annualisée. Et la dérivée seconde, ça va être l'accélération, en fait. Donc ici, on est sur quelque chose qui est en train de se reprendre. Alors, comment ils sont arrivés Jacques Metals, je vous renvoie vers les dernières publications, mais le management est excellent dans la gestion des cycles. Ils sont hyper forts pour bien doser leur stock et donc et aussi pour fermer des centres quand il n'y a pas de demande, quand ils anticipent qu'il n'y a pas de demande. Donc ils sont très flexibles là-dessus et d'ailleurs ils préfèrent posséder en propre leurs entrepôts parce qu'ils peuvent les vendre si besoin. Donc très flexibles, ils ont une excellente gestion des coûts variables. Donc ils ont amélioré leur BFR, ils ont dégagé
cash flow opérationnel énorme et donc le free cash flow, ils sont aussi également énormes. On voit ici d'ailleurs ce multiple de price to free cash flow qui est à 3,8 pour Jacques Metals à l'heure actuelle. Ou alors, théoriquement, si vous prenez Jacques Metals et si le management vous reverse tous les free cash flow en 4 ans, vous avez remboursé votre coût d'acquisition. Intéressant quand même, hein, intéressant. En plus, la médiane de price to free cash flow sur 10 ans qui est quand même très très basse, hein, même en absolu, 5,9. On en est plutôt loin, hein, on est quand même bien 40 à 40% de ça, hein, donc il y a de la marge, hein. Et bonus additionnel, on voit qu'on a une décote de 20% par rapport aux actifs tangibles, hein, toujours ici. Donc il y a quoi dans les actifs tangibles de Lucky Metals? Des stocks et les entrepôts. Donc là, vous avez 20% de rabais sur les actifs tangibles. Donc marge de sécurité, double marge de sécurité sur Jacques Metals. Et en plus, on est sur une reprise du CIP. Donc la conclusion, hein, je pense que ça sent bon pour l'industrie de l'acier. Là, on est dans la phase où ils commencent à licencier, et cetera. Mais ça, en fait, ça marque le moment où le point bas est atteint. Et donc, Jacques Metals devrait profiter de cette reprise sur cette année. Et donc, je pense que c'est toujours intéressant d'aller analyser, s'intéresser à l'industrie et à Jacques Metals. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!